Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être là, si nombreuses et si nombreux dans cette belle maison de la magie, pour cette rencontre avec Pape Ndiaye, que je suis très heureux de retrouver. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté, et on s'est pas vu même une minute avant la rencontre. Donc voilà, il y a rien de, tout va être d'une spontanéité, d'une sincérité absolue. Il n'y a pas eu de répétition, il n'y a pas de faillotage, il n'y a rien. Et maintenant vous plongez dans l'obscurité. Non. Et que dire? Eh ben que je vais essayer de vous faire parler de vous à la première personne, au sens parce que finalement je me suis aperçu en regardant un peu les choses que vous parlez pas tant que ça de vous, en disant je et en disant moi et la condition noire, etc. Donc je vais quand même rappeler, parce qu'on vous connaît d'abord comme savant, comme intellectuel, comme auteur qui s'est inscrit en première instance dans un champ d'études qui est l'histoire sociale et industrielle des États-Unis. Et puis ensuite, comme professeur à l'EHESS, à Sciences Po, comme auteur d'un essai important, notamment sur la condition noire, sur lequel vous avez champ d'études sur lequel vous avez de plus en plus travaillé, que vous avez même un peu fondé, enfin participé à fonder en France. Vous publiez aujourd'hui un livre qui est chez Talendier, qui est un recueil de textes essentiellement qui ont été publiés dans le magazine Histoire. Donc on est tout à fait ici à Blois et magazine Histoire, il y a plein d'échos, de résonances, de solidarité. C'est un très beau volume de textes à la fois savants et pédagogiques, où vous traversez tout un tas de questions. Vous traversez l'histoire des Noirs américains, avec une dialectique comme ça, d'un côté l'oppression, les ségrégations, la violence, et de l'autre côté aussi un art de la résistance, un désir d'émancipation, des gestes quotidiens et collectifs pour plus de liberté. Et puis de texte en texte, c'est difficile de résumer, parce que de toute façon, ce sont plein de sujets différents. Enfin, quand même, un des fils rouges, et vous le dites, c'est une sorte de dialectique entre la radicalité et la modération à travers, comme ça, tout au fil de l'histoire des Noirs américains. Et il y a une forme de tendresse dans votre livre pour cette histoire. Et puisque un des objectifs de cet entretien, ça va être de vous faire parler à la première personne, je voudrais commencer mollo, doucement, de vous faire parler avec une forme d'émotion, parce que je l'ai pas dit, vous êtes aussi, on le sait, un intellectuel engagé, mais discret quand même. Vous fuyez un peu le vacarme. Vous n'êtes pas facile à attraper, même quand on vous téléphone pour vous proposer des interviews. Il faut toujours le chercher. Il faut lui mettre la main pendant des jours et des jours. La main dessus. Et pas ailleurs. Ça commence bien. On a eu peur. Ça commence bien. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même saluer la chose. Vous avez été nommé directeur général du Palais de la Porte Dorée, qui abrite notamment le Musée national de l'immigration. Donc, c'est un de vos engagements du moment. Et je voudrais, à un moment donné, qu'on arrive à faire en sorte que vous évoquiez, et je vais me taire quand même aussi à un moment donné, que vous évoquiez vos propres émotions, etc., qui sous-tendent cet engagement. Et donc, pour cela, je voulais citer quelques lignes du livre, donc les Noirs américains de l'esclavage à Black Lives Matter. C'est un moment justement où vous revenez sur ce mouvement très contemporain, c'est à la fin du livre, et vous expliquez que ce mouvement s'inscrit pleinement dans l'histoire des luttes des Noirs américains, notamment la lutte des droits civiques, etc., que la géographie même de ce mouvement rejoint la géographie des luttes dans les années 60 notamment. Et vous écrivez donc, si je retrouve le passage en question, « Le monde africain-américain est très conscient et fier de son histoire, une histoire de malheur mais aussi de résistance, racontée par les historiens, mais aussi et surtout par la culture populaire, y compris dans les chansons de Beyoncé. » C'est pour ça que je voulais citer ce passage. De telle sorte que la plupart des manifestants africains-américains ont le sentiment de faire partie d'une histoire qui leur commande d'être à la hauteur, et cela est émouvant. Alors c'est tout simple, mais moi j'ai été frappé par et cela est émouvant, parce que bon, les historiens disent rarement et cela est émouvant en décrivant leur objet d'étude. Et comme vous-même, vous laissez rarement aller à ce genre de confidence, tout bêtement, je voudrais vous demander en quoi, on a notre petite idée, mais pour vous, à la première personne à nouveau, pourquoi c'est émouvant? Et cela m'a échappé, justement. C'est lorsque l'on écrit, il arrive parfois que l'on laisse aller sa plume un tout petit peu au-delà de ce que l'on souhaite, qu'on le repère ensuite lorsqu'on se relit et qu'on se dise, eh bien, je le laisse,
parce que ça a sa place. Il est sûr qu'au-delà de ma personne, les historiens, parce que la discipline historique s'est fondée à la fin du 19e siècle par distanciation d'avec la généalogie. Et donc les historiens sont très soucieux de ne pas parler d'eux-mêmes. Les exercices réflexifs sont vus souvent avec suspicion. Je me souviens de cet ouvrage collectif initié par Pierre Nora il y a peut-être une vingtaine d'années ou plus sur les essais d'égo-histoire, qui avait été assez mal accueilli par la communauté historienne. Voilà des historiens qui s'avisent de parler d'eux-mêmes. Et donc, non seulement par caractère, mais aussi par formation, je dirais que les historiens sont très prudents lorsqu'il s'agit de parler d'eux-mêmes. Il arrive que cela échappe parfois, qu'il y ait ces petites choses. Ces petites choses, elles viennent, en tout cas pour ce qui me concerne, lorsqu'on a le sentiment que dans l'époque qu'on vit, il se passe quelque chose qu'on pourrait qualifier d'historique. Et l'année dernière, au moment du mouvement Black Lives Matter, dans cette grande mobilisation américaine et mondiale, américaine d'abord, évidemment, après le meurtre de George Floyd fin mai 2020, il y avait chez les manifestants quelque chose d'émouvant, justement, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être là simplement à un moment, mais le sentiment de s'inscrire dans une histoire, le sentiment de s'inscrire dans une filiation. Et quand on perçoit cela, même à distance, puisque j'étais en France, malheureusement, avec le confinement, j'aurais rêvé de pouvoir prendre le premier avion pour aller voir, mais j'ai quand même eu le sentiment à ce moment-là que les manifestants, pas simplement les manifestants noirs d'ailleurs, avaient le sentiment de renouer avec une histoire dont les fils avaient pu se couper, ou en tout cas s'égarer à certains moments, mais de renouer avec une grande histoire. Et ce sentiment de fierté, ce sentiment de dignité que l'on a chez les Noirs américains, il vient de cette longue histoire, qui est une longue histoire de souffrance et de malheur, bien sûr, mais aussi une longue histoire de résistance, scandée par des grands moments, y compris par le mouvement pour les droits civiques. Ce qui différencie peut-être d'ailleurs la France des États-Unis dans la grande histoire, on va dire, des luttes pour l'égalité sous l'angle de l'antiracisme, c'est que du côté américain, il y a encore, ou en tout cas, il y a des héros. Voilà. Nous, on a souffert de l'absence de héros dans l'antiracisme. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que, en particulier du côté colonial, ils ont été mis de côté et pas du tout valorisés dans notre récit national. Notre récit national, il a eu beaucoup de mal à incorporer des héros de l'antiracisme. Aux États-Unis, si. Et donc, il y a le sentiment d'être juché sur les épaules de géants. Et ça, c'est quelque chose qui donne de la force aux manifestants, qui leur donne de la dignité. Je crois que ça leur donne aussi de la beauté dans la manière dont ils s'expriment, parce qu'ils doivent être à la hauteur. Ils ont le sentiment de devoir être à la hauteur, que l'histoire leur commande de bien se comporter, eu égard à ce que les autres ont fait il y a longtemps, et ce qu'ils ont subi, parce que il y a 60 ans, c'était risquer sa vie, bien entendu, et on sait que King et les autres ont été assassinés. C'est plus facile aujourd'hui. Il y a ce sentiment-là. Et ça m'émeut. Voilà. Mais vous n'avez pas totalement dit pourquoi ça vous émouvait, vous. Vous avez dit c'est parce que c'est un mouvement historique important. Il y a l'évidence comme ça du surgissement d'un mouvement historique important. Et la question, c'est de savoir si c'est aussi votre histoire. Et la question est de savoir comment vous-même vous inscrivez là-dedans. Dans un entretien qui vient de paraître dans la revue Études, qui est une très bonne revue, et puis un peu ailleurs, vous avez parlé de la façon dont vous êtes découvert comme noir. Et vous avez une vision presque sartrienne de l'identité noire, c'est-à-dire que exactement comme Sartre disait, et vous le citiez quelque part, que le juif était créé par l'antisémite et que beaucoup de juifs se sont découverts en se faisant traiter de sale juif, eh bien, il y a cette idée souvent que le noir se découvre noir en étant traité de sale nègre. Il y a une figure des postcolonial studies, des études postcoloniales que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stuart Hall, qui est un penseur passionnant, notamment parce qu'il est à la charnière du marxisme et des études postcoloniales, qui est d'origine jamaïcaine et qui est britannique, qui a ces lignes que je voulais vous citer.
il parle de Fanon, et il dit « Le regard de l'autre blanc me morcelle, me fragmente. Le simple regard d'un enfant qui dit à sa mère « Regarde maman, un nègre », cette identification à partir de l'autre déconstruit tout sens de l'identité. C'est là le problème que pose le fait de vivre sa culture au sein d'une autre culture. Et vous parlez beaucoup, à droite, à gauche, un peu partout, de cette question du regard de l'autre. Et vous dites notamment qu'en France, finalement, que c'est aux États-Unis, quand vous êtes allé, vous avez fait vos études en France, magnifiques études, Normal Sup, Henri IV, etc. Et quand vous allez aux États-Unis, dites-vous, c'est là que vous vous découvrez comme noir, au moment où une association de défense des Noirs, une association noire qui lutte pour les droits des Noirs, vous dit, mais il faut que tu adhères. Et donc, c'est pas le regard de l'autre, c'est le regard du même autre qui vous fait découvrir votre identité de noir. C'est le regard de l'autre au sens où, lorsque je pars aux États-Unis, jeune étudiant, j'ai le sentiment, et je n'en ai pas de honte particulière, d'être noir, mais je ne l'assume pas comme plus tard je devais le faire, parce que je suis encore imbu, pour des bonnes et des moins bonnes raisons, d'un universalisme républicain classique qui commande de ne pas faire attention à ce genre de particularité en ce qu'il serait parasitaire d'une relation du citoyen à l'État, pour le dire vite. Et en vivant aux États-Unis, j'ai compris qu'il était possible de s'assumer comme tel et que cela n'était pas faire entorse à l'universalisme. D'ailleurs, c'est aux États-Unis que j'ai lu Fanon pour la première fois parce que, à mon époque, Fanon, on ne lisait pas en France. Je l'ai lu en anglais, d'ailleurs, aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, d'assumer quelque chose tranquillement, sans en être, sans arrogance, mais sans reculer. De ce point de vue-là, les réflexions à la fois de Sartre, mais surtout les réflexions juives en général, sont essentielles. J'ai lu quelques années plus tard les mémoires de Raymond Aron, et dans un passage, Raymond Aron dit, il fait allusion à sa famille israélite sans attachement particulier au monde juif, et Raymond Aron dit « Je suis juif par dignité ». Ça m'a beaucoup frappé, cette formule. Et je me suis dit, tiens, moi, je vais dire, je suis dans une position sociale, etc., qui me fait globalement éviter le pire du racisme et des discriminations. Ça, je n'en disconviens pas. Et ma vie n'a pas été marquée par des expériences catastrophiques, par des avanies, mais je ne considère pas que cela soit comparable à celles et ceux pour qui la couleur de peau est un stigmate extrêmement problématique dans l'accès aux biens rares. Mais je m'assume désormais comme tel, et ma vie américaine a été essentielle pour ça, en ce que je dis, je suis noir par dignité, c'est-à-dire je suis noir par solidarité avec celles et ceux pour qui la couleur de peau est un problème majeur, y compris dans notre société, parce que c'est pas la couleur des yeux et pas la couleur des cheveux. C'est pour ça que cette phrase de Raymond Aron, qui parlait de sa jeunesse dans les années 30, en se manifestant comme juif par dignité, au fond par solidarité avec les persécutions qui commençaient déjà en Allemagne nazie. Je parle de persécutions à un tout autre niveau de ce dont je parle pour moi. Je ne veux pas comparer les choses, mais cette forme de solidarité à l'égard d'un groupe qui commande d'en être, alors même que par ailleurs le reste de ma vie est attaché de multiples manières, ça j'y tiens beaucoup. Ça n'est pas une manière de faire entorse à l'universel, c'est une manière de pas considérer l'universalisme, comme disait Césaire, comme un universalisme décharné. L'universalisme décharné, c'est un universalisme tellement flottant qu'il n'a plus du tout de rapport au singulier. Il est tout à fait possible de penser les identités singulières sans s'y enfermer. Et c'est, je crois, la grande leçon de Césaire. Alors justement, j'allais vous poser une question, puis hop, vous m'avez fait changer d'avis, d'option, parce que à partir de Césaire et l'universalisme, vous savez, il y a un rap de Youssoupha. Tout le monde connaît Youssoupha dans cette salle, j'imagine. Sûr. Et donc, il y a un rap qui s'appelle Négritude, où il prend un extrait de Césaire, justement. Et on entend à un moment donné Youssoupha qui dit « Je rends à Césaire ce qui appartient à Césaire ». Et on entend donc la voix de Césaire qui dit « Pour être universel,
j'ai longtemps pensé qu'il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, finalement, plus on est nègre, plus on sera universel. Est-ce que vous aussi, je sais que vous parlez d'un approfondissement de l'espérance universaliste dans votre démarche, est-ce que vous aussi vous vous placez de ce côté-là, d'une conception d'universalisme qui est différente de celle qu'on a souvent, c'est-à-dire une identité minoritaire qui n'est pas un obstacle à l'universel, qui est en fait la condition nécessaire même à l'invention d'un universel plus exigeant, d'une espèce de cause commune et d'une liberté partagée. Très exactement, un universel qui ne soit pas synonyme d'uniformité. Un universel, parce que un universel synonyme d'uniformité se fait aux dépens des cultures minoritaires, toujours. Ce sont les groupes dominants qui l'emportent, les hommes. J'en suis un, justement, donc je fais partie d'un groupe majoritaire de ce point de vue-là. Et on pourrait rajouter d'autres caractéristiques, blancs, hétérosexuels, de culture chrétienne, etc., qui ont imposé, au fond, une forme d'universel. Et donc, il me semble que le XXe siècle, il est traversé par des luttes pour accéder à l'universel. Non pas pour le récuser, non pas pour tourner le dos à l'universel hérité des Lumières, qui nous est absolument indispensable et précieux, mais pour dire que les causes que nous portons sont des causes universelles. Les causes des femmes, ce n'est pas une cause singulière, c'est une cause universelle. La cause des Noirs, par exemple, c'est une cause universelle. De ce point de vue-là, Césaire a été celui qui, à mon sens, a exprimé avec le plus de force, le plus de beauté aussi dans sa langue, ce que peut être un universel approfondi, un universel non décharné. Je prends cette formule de sa lettre à Maurice Thorez, lorsqu'il quitte le Parti communiste en octobre 1956 et qu'il dénonce le Parti communiste comme étant européocentré, comme étant oublieux ou en tout cas condescendant à l'égard des luttes, notamment des luttes coloniales qu'il tape un petit peu sur le dos gentiment, mais avec lesquelles il entend conserver une forme de prééminence, avec aussi l'antisémitisme qu'il dénonce dans le stalinisme, ou en tout cas dans les pays de l'Est. Et sa lettre à Thorez, c'est c'est un texte que j'adore, qui est un des plus beaux textes du XXe siècle, un des textes les plus éloquents, où il formule ce qu'est, à son sens, un universalisme possible, c'est-à-dire un universalisme fait de singularités qui sont reconnues, de singularités qui ne s'enferment pas, bien entendu, et qui ne se combattent pas, mais qui se reconnaissent, des filiations entre elles, des singularités qui se marient, qui se font des clins d'œil, qui se créolisent, pourrait-on dire aussi, mais qui ne renoncent pas. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel, en particulier toutes les cultures qui sont issues des rapports et des expériences de domination et d'exploitation. Toutes ces cultures-là qui se sont frayées leur chemin dans les moments durs, dans l'esclavage, pour ne prendre que cet exemple, ou toute autre situation de domination, ces cultures-là, elles doivent être préservées, parce que ces cultures-là, elles incarnent l'universel à leur moment. Et c'est d'ailleurs, si on devait remonter un tout petit peu plus dans le temps, on pourrait penser à Jaurès lui-même, parce que Jaurès est confronté aussi à cette dialectique. Comment parler au nom de la classe ouvrière tout en parlant au nom de l'universel? Et Jaurès s'en sort en quelque sorte par une dialectique en disant, eh bien, la classe ouvrière de la fin du 19e siècle, elle incarne l'universel. C'est pas en dehors de l'universel. Elle incarne l'universel. Et bien, je pense qu'il y a des groupes minoritaires. Et quand je dis minoritaires, c'est pas au sens démographique, c'est au sens politique. Donc, la question des femmes, pour moi, est absolument centrale aujourd'hui, qui incarnent l'universel. Et c'est pour ça que ces groupes-là ne tournent pas le dos à l'universel, au contraire. Ils lui donnent son sens, ils lui donnent sa réalité, ils font que l'universel n'est pas simplement un mot sur le papier glacé de la Constitution, mais qu'il s'incarne pour chacun et chacune. Et alors, dans cette revue étude, qui est, vous savez, une revue fondée par les jésuites, il faut toujours saluer à un moment donné les jésuites pendant un débat, c'est un très bel entretien d'ailleurs qu'ils ont réalisé. Vous parlez de ce qui unit les personnes noires. Et c'est assez étonnant parce que vous faites une définition assez négative, c'est-à-dire juste par le risque et le péril de la violence physique.
Ce qui unit les personnes noires d'un bout à l'autre du spectre social, c'est qu'aucune d'entre elles ne peut être certaine qu'elle ne subira pas un jour une forme de violence raciste parce qu'elle est noire. C'est bien cette vulnérabilité qui unit le professeur de médecine antillais au balayeur africain. C'est l'expérience d'une violence potentielle. Alors, je repose la même question que tout à l'heure. Finalement, si vous êtes découvert, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, noir, vraiment noir, aux États-Unis, est-ce que ça veut dire que pendant toute votre enfance et une large partie de vos études en France, vous n'avez jamais ressenti physiquement cette violence potentielle ? Je pense l'avoir ressenti, cette vulnérabilité, mais sans me la formuler clairement et en pensant toujours que cela ne relevait que d'une anomalie passagère qui ne remettait rien en cause de ce qui existait en France alors. Et donc, mon séjour aux États-Unis, c'est à la fois la prise de conscience, mais en même temps la prise de conscience que on ne parle pas d'anomalie. Lorsque je dis que le plus petit dénominateur commun, c'est parce que ça me permet d'éviter un débat que je trouve oiseux sur y a-t-il une communauté ? La question de la communauté, elle est importante intellectuellement. On peut la définir à la fois par défaut. Faire communauté, c'est subir quelque chose de la part d'un groupe extérieur, éventuellement un groupe dominant. Donc c'est l'expérience d'une vulnérabilité, l'expérience d'une forme ou d'une autre de racisme, par exemple, comme des sociologues très importants comme Louis Wirth, par exemple, de l'école de Chicago, l'ont vu dès les années 20. Mais la communauté fabrique aussi, épaissit en quelque sorte, le lien fin qui unit les gens. Il y a un lien fin qui unit les gens. C'est le lien de la vulnérabilité, mais ce lien fin ne demande qu'à être épaissi par les expériences culturelles, par les interactions, par le fait de faire communauté simplement pour partager les expériences subies. Et donc, les torts et les méfaits n'ont pas simplement pour vertu de rassembler des gens différents qui ne se rassembleraient pas autrement, mais qui ont un intérêt commun à défendre, par exemple l'antiracisme. Les torts et les méfaits fabriquent aussi de l'épaisseur culturelle, ne serait-ce que pour résister à ces fameux torts et méfaits. Et donc, ma définition, elle est plutôt par défaut pour la France, oui, je pense, compte tenu de l'hétérogénéité du monde noir, plus forte qu'aux États-Unis, par exemple, un monde plus récent aussi, qui n'a pas cette ancienneté, en tout cas en métropole, dans ces grandes masses, on peut dire. Et donc, c'est un monde qui est plus fin, je dirais, d'un point de vue culturel. Du coup, mon effort, c'était d'essayer quand même de cerner ce monde-là. C'est pourquoi je ne parle pas de communauté, mais je parle plus volontiers de minorité, au sens où la notion de minorité circonscrit un groupe qui n'a minimalement comme définition commune que celle de subir quelque chose de la part de l'extérieur. Donc c'est plutôt ce regard extérieur que je privilégie pour la France, sans méconnaître, bien entendu, l'épaississement culturel qui est particulièrement évident dans les groupes installés depuis longtemps, comme aux États-Unis. Vous savez, évidemment, pour toute minorité, la question qui se pose à chaque fois, c'est, enfin, pour tout membre d'un groupe minoritaire, c'est cette espèce de peur et de panique à l'idée qu'on va parler en tant que. Est-ce qu'on va me réduire à ma parole en tant qu'homosexuel, en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que juif, en tant que tout ce que. Et il y a un auteur qui s'appelle Benny Lévy, qui avait fini dans un truc très radical, qui était un ancien militant maoïste, dirigeant de la gauche prolétarienne, qui ensuite a fait un retour. Il est passé de Mao à Moïse, comme il disait. Et à la fin de sa vie, il parlait de cette période où il aurait tout fait pour ne jamais répondre en tant que juif à quelque question que ce soit. Et il disait, j'aurais tout fait pour ne pas, pour éviter la réponse juive à la question universelle que je me posais. Si vous deviez parler, vous souvenir d'un moment ou d'un exemple, si votre enfant, par exemple, vous disait, papa, donne-moi un exemple de moments où tu as tout fait pour éviter de répondre en tant que noir, ou de donner une réponse noire à la question universelle que tu te posais, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je dirais toute ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans. Il vous demanderait un exemple précis, une scène, un souvenir. Un souvenir, je pense, non pas du déni, mais des formes de dénégation persistante à l'égard de toute forme
de remarques racistes. Par exemple, que je mettais sur le compte d'une méprise passagère, d'un mot mal entendu. Et donc, je me suis protégé en, non pas, c'est sans doute aussi mon caractère, par l'attaque, si je puis dire, en tout cas la réplique, mais plutôt par une forme de dénégation. J'ai mal entendu, il ne pense pas à mal. Bref, quelque chose qui m'a protégé comme ça, jusqu'à ce que je me dise que finalement, on peut aussi penser les choses autrement et que c'était pas forcément la meilleure idée, parce que la dénégation, elle peut être lourde ensuite de difficultés psychologiques lorsque les choses reviennent par la fenêtre, si j'ose dire. Donc il vaut mieux penser directement. Ça ne veut pas dire partir bille en tête contre tout et rien et attaquer tous les moulins à vent, mais ne pas tourner le dos ou détourner le regard face à des choses qui pourtant prennent l'apparence de l'évidence quand on les regarde avec un peu de recul. Donc j'aurais du mal à penser à un événement en particulier, mais c'est un peu ma vie qui a été quand même modulée par ça. Je n'ai pas à le regretter forcément, parce que je pense que ça m'a construit une espèce de bulle dans mon enfance très protectrice, mais ça aurait pu être autrement. Et je reviens à la question de la violence, finalement. Si votre enfant, à nouveau, je m'abrite derrière lui, vous disait, mais papa, dans ton interview à Études, parce que c'est sûr qu'il l'a lu, tu dis il a 11 ans. Il a 11 ans, bah voilà. Bah, aujourd'hui. Si on lit pas à Études à 11 ans, franchement, eh ben, félicitations. Je vous propose qu'on chante tous Happy Birthday. On fait une vidéo, on la poste sur TikTok. Où en étais-je Pardon. Non, mais je vous disais, voilà, si vous disiez, j'ai lu ton interview à Études, vraiment impeccable. Tu dis que ce qui réunit les Noirs de France, c'est juste ce rapport potentiel à la violence, et ce qui nous fait noirs, c'est ça. Est-ce que toi, une fois, tu as ressenti physiquement cette violence potentielle, et quand et comment ? Il y a des formes de violence symbolique aussi, qui passent par les mots, qui passent par les remarques, qui passent par... En tout cas, jamais d'insultes. Si, à l'école, enfant, si. Mais j'ai oublié. Je peux pas le dire autrement. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Je pourrais pas dire autrement les choses à mon fils. Justement. Mais je le reconnais. Mais ça, je reconnais ça, je mets ça sur le compte de mes propres faiblesses de ce point de vue-là. J'ai sans doute pas... j'ai pris sur moi et j'ai pris plutôt... C'est le cas souvent d'ailleurs des situations minoritaires, de prendre sur soi et d'attribuer à soi-même ce qu'on entend et ce qui peut blesser, mais en se forgeant une espèce de carapace. Je ne dirais pas, je ne donnerais pas le même conseil à mon fils, justement. Il est plus, et ma fille aussi est plus revendicatrice en quelque sorte. Mais ça s'est fait comme ça dans la France des années 70 aussi, qui était une France très différente d'aujourd'hui. C'était plus compliqué aussi à l'époque. Bref. C'est comme ça. Et donc, il faut bien que je l'assume, mais c'est aussi ce que je suis devenu par l'expérience américaine, certainement. Et ça, de ce point de vue-là, c'est comme une forme de renaissance, de vivre à l'étranger. D'ailleurs, ça aurait pu être ailleurs, ça a été les États-Unis, mais quitter son pays et puis vivre longtemps ailleurs, ça peut être une forme de renaissance, ça peut sauver. Alors je parlais d'enfants, et donc on peut parler de jeux, de petites pièces, de scénettes, de théâtre. Je voulais revenir sur vous interroger sur les polémiques autour du blackface. Vous voyez, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre sur
l'histoire des Noirs de France, des Noirs américains plutôt. Vous savez que le blackface, c'est cette espèce de comédie jouée par des blancs comme ça, des acteurs blancs grimés pour mettre en scène finalement l'existence des Noirs. Et il y a eu toutes sortes de polémiques récemment, depuis toujours en fait, sur est-ce que c'est raciste, pas raciste, etc. Et il y a un livre que je trouve magnifique, qui s'appelle Peau blanche, masque noir, de Lamon, qui a une thèse originale, il fait toute l'histoire du blackface depuis l'origine, et il explique en prenant la trajectoire de ces scénettes à travers la culture populaire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il parle d'un clip de Michael Jackson avec Paul McCartney, il parle du rap justement, de toutes les influences comme ça, de toutes les de japonais dans les rues de Londres qui se baladent avec avec des dreads, etc. Et il explique que finalement le blackface a une signification très différente de ce qu'on peut penser. Il dit que c'est ce genre de choses qui ont l'air de dresser les communautés, les identités les unes contre les autres, mais qui finalement créent un espace de contact et qui viennent transgresser les frontières de race et de classe et finalement créer une sorte de solidarité entre les opprimés de toutes les couleurs. Et donc il a cette formule que je voulais vous citer. Il dit, à l'image des anguilles grouillantes et repoussantes qui l'ont très tôt symbolisé, les énigmes du blackface ont, comme les anguilles, réuni à se faufiler hors des seaux où on les avait jetées. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, il faut pas enfermer le blackface, qui a suscité plein de polémiques, y compris en France, il y a pas longtemps. Il y a cette fameuse pièce de théâtre qui a pas pu être jouée à cause de ça. Est-ce que vous partagez cette thèse-là, que finalement on a enfermé le blackface dans une case qui est une case raciste et tout, et qu'on n'aurait pas dû? Non, pas tout à fait. Je pense que le blackface s'est enfermé tout seul et que il ne procède pas. Et j'ai du mal à en percevoir complètement la dialectique créatrice qu'il incarne peut-être. L'année dernière, j'ai écrit un rapport sur la diversité à l'opéra avec Constance Rivière, qui est conseillère d'État, et le directeur de l'opéra nous a demandé de réfléchir sur l'absence de danseurs métis et noirs dans le corps de ballet de l'opéra. Enfin, ils sont très peu nombreux et historiquement, et c'est le cas aussi du côté de l'orchestre, etc. Et puis on a réfléchi aussi sur le répertoire. Le répertoire de l'opéra, il y a du blackface, à commencer par Othello. L'Othello de Verdi est un beau blackface classique où le ténor est grimé en noir. Dans notre recommandation, dans le rapport, on formule des recommandations que l'opéra est en train de mettre en place, j'en suis très heureux, dont la première consiste à dire on interdit le blackface à l'opéra. L'opéra, le théâtre, c'est du déguisement, bien entendu, c'est le fait de se grimer, d'être autre chose ou quelqu'un d'autre que soi-même, c'est la définition même du jeu, bien entendu. Il ne s'agit pas de cela. Mais on ne se grime pas en noir. Voilà, on peut être ce qu'on veut, un marchand de Venise, une prêtresse gauloise, très bien. Mais on ne se déguise pas en noir. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être posé comme un impératif moral, au fond. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que de se déguiser en noir, hein, qu'est-ce que ça veut dire que de foncer sa peau, mais avec aussi des attributs phénotypiques extrêmement contestables. Et puis c'est aussi, d'un point de vue esthétique, du point de vue de la création, une solution d'une très grande pauvreté. Les metteurs en scène de théâtre et d'opéra ont réfléchi, après l'interdiction du blackface dans de très nombreux endroits. L'Opéra de Paris est un des derniers grands opéras à interdire le blackface. Le Bolchoï ne l'interdira jamais, j'ai l'impression, puisqu'ils ont affirmé l'importance du blackface, très bien. Mais les metteurs en scène disent à quel point cela leur offre des possibilités. On peut très bien avoir un ténor blanc, de peau blanche, qui joue un Othello extrêmement convaincant. Et il y a énormément de possibilités. Donc, d'un point de vue créatif, je ne pense pas du tout que cela soit limiter les possibilités, bien au contraire. Et j'ai du mal à discerner dans la pratique du blackface ces espaces d'intermédiation que l'auteur décrit. Je vois beaucoup dans le blackface du raidissement, le sentiment, ce sentiment vague d'être caricaturé, ce sentiment vague d'être humilié, et cela ne me semble pas être un point d'appui
ou un point de départ très fructueux pour une conversation. Bref, je vois pas les anguilles sortir du seau ici. Je serais intéressé de savoir, parce que moi j'étais exactement sur votre position avant de lire ce livre, et c'est un livre hallucinant et très, très puissant, qui décrit des dizaines de scènes, etc., jusqu'à aujourd'hui, et qui est préfacé par Jacques Rancière, hein, qui a aussi une thèse là-dessus assez passionnante. J'aimerais bien que vous le lisiez. Vous l'avez pas lu, j'ai l'impression. Je vois ce dont il s'agit, mais je ne l'ai pas lu aussi attentivement que vous. Et alors, toujours sur les petites, pour vous faire réagir sur des choses un peu contemporaines comme ça, des polémiques contemporaines, il y a des fois aussi où on est pris, où les minorités sont prises aussi dans des combats qu'on les oblige à endosser, pour le meilleur et pour le pire. Et je voulais vous demander ce que vous pensez de ces histoires sur la traduction. C'est encore complètement autre chose, parce que blackface c'est une chose et puis la traduction c'est encore complètement autre chose. Mais vous savez, il y a cette jeune poétesse qui a explosé, qui a rayonné au moment de l'investiture de Biden, donc Amanda Gorman. Et il y a eu cette polémique parce que sa poésie devait être traduite aux Pays-Bas par une jeune autrice très brillante et blanche, et puis aussi en Espagne, je crois en Catalogne. Dans les deux cas, finalement, les traducteurs ont été récusés en disant mais on ne peut pas demander à un blanc ou à une blanche de traduire le poème de cette jeune femme noire. Et il y a un traducteur, André Markovitch, qui a traduit Dostoïevski, qui est un traducteur magnifique, qui a souvent lui-même été accusé de ne pas pouvoir traduire ce qu'il traduisait parce qu'il n'était pas russe ou autre chose, qui a dit mais je me sens attaqué par cette façon de faire. Je me sens attaqué parce que la traduction, c'est par essence l'accueil de l'autre, le partage, l'accueil de l'autre et de celui qui n'est pas soi. Forcément, la beauté de la traduction. Après, il disait la traduction, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Ça, il faut juger la traduction. Mais la beauté de la traduction, c'est d'accueillir ce qui n'est pas soi. Si on commence à dire il faut être exactement le profil racial, sociologique, sexuel, etc. de la personne qu'on traduit pour traduire, pour lui, c'est le début de la barbarie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec lui. Je ne peux pas dire les choses autrement. Je pense que si le débat devait se résumer à la question d'une forme d'homologie entre l'écrivain et le traducteur, homologie à tous égards, homologie d'expériences vécues, alors la littérature est en grand danger. Et on connaît et on sait qu'il y a des grands traducteurs qui ne partagent rien a priori de l'auteur qu'ils ont traduit et qui ont su merveilleusement traduire, incarner, comprendre intimement la pensée de l'auteur. Toute l'histoire, au fond, de la littérature et du dialogue entre les littératures, c'est un effort de traduction, au fond, c'est-à-dire cette capacité à voir en l'autre des traces de soi. Et bien entendu que pour cela, je recommanderais même des écarts, au fond, si je prendrais même la position inverse. Par principe, il faudrait presque penser des écarts significatifs entre traducteurs et auteurs. Et donc, je suis d'accord avec cela et je m'afflige du débat qui a suivi à propos de la traduction des poèmes d'Amanda Gorman. Cela dit, il y a quand même un cela dit, c'est que cette question pose aussi plus largement une question qui est celle de la diversité, qui est celle de la présence minoritaire dans la littérature et dans la traduction. Ça, c'est une question qu'il faut garder précieusement sur la table, mais surtout ne pas la parasiter et la mélanger avec la question de qui a le droit de traduire. Et puis un jour, on dira qui a le droit ou pas de lire. Pourquoi pas ? On pourrait en arriver là, dans des formes de filtrage où il y aurait des formes de hiérarchie, ou en tout cas une autorité, une autorisation à avoir pour lire un livre au motif que on n'aurait pas toutes les qualités pour pouvoir le comprendre. Et donc, il faut bien penser ces formes-là inattendues parfois. Je ne peux m'empêcher, en disant cela, à penser
par exemple, au grand sociologue américain Du Bois, qui fait ses études en Allemagne dans les années 1890. Il est le premier diplômé de Harvard. Il va faire sa thèse en Allemagne, où il rencontre d'ailleurs des grands sociologues allemands de l'époque, à commencer par Max Weber, Sam Barth et les autres alors. Et puis, pendant ses loisirs, enfin quand il a le temps, il voyage un peu et il décide un jour de se changer les idées et de voyager en Pologne. Donc il part en Pologne, Du Bois, à l'extrême fin des années 90, et il voyage, il est à Varsovie, il est dans des petites villes polonaises, et puis il tombe sur les shtetl, il tombe sur les quartiers juifs, qu'il ne connaissait absolument pas, à une époque où la migration juive aux États-Unis commençait, donc depuis le pogrom de Kishinev, les premiers pogroms de 1880-82, donc c'était encore très tôt aux États-Unis. Donc il découvre ce monde de la Pologne et il est stupéfait. Donc il est intrigué, il lit des auteurs juifs polonais et il est émerveillé. Il est émerveillé. Il lit l'allemand. Hein. Il lit en allemand et il est émerveillé parce que lui qui pensait aller en Pologne pour échapper à sa vie et à ses réflexions, il les retrouve. Il les retrouve. Voilà ce que c'est que retrouver des mondes communs lorsque on n'y pense pas. Voilà ce qui se dessine dans ces trajectoires inattendues, géographiques ou de lecture. Et donc, il est absolument indispensable de maintenir vivante et libre cette possibilité-là d'être surpris soi-même par ce que l'on traduit ou ce que l'on lit. Et ça suppose évidemment tous les écarts possibles, parce que tous ces écarts possibles entre auteur et traducteur, ce sont justement les ferments mêmes de la création, les ferments mêmes des idées nouvelles. On sort de soi, et puis on s'y retrouve quand même un petit peu en lisant autre chose. Donc cette polémique me paraît tout à fait déplorable et désastreuse. Merci. Moi j'ai plein de questions encore, évidemment. J'ai préparé plein d'antisèches et tout, mais il reste 13 minutes, donc je pense que ce serait bien qu'on vous passe la parole et qu'on ouvre la discussion collective. Alors ce qu'on m'a dit, je crois, c'est qu'il n'y a pas de micro pour des raisons de Covid, ce qui est assez dur. Donc, il faudrait que vous parliez fort. Et si on vous entend pas bien, nous, on répétera votre question. Je suis désolé, c'est pas idéal. Monsieur. Je vais me lever, je vais parler fort. Je suis très frappé que le mot métis n'ait été prononcé qu'une seule fois. Et je voudrais savoir ce que veut dire noir. J'étais très frappé lorsque Obama a été élu, qu'on parle du premier président noir. Or, c'est le premier président métis, n'est-ce pas? Pas forcément. Alors, c'est ça. J'aimerais vous entendre parce qu'il y a des plus compliqué aux États-Unis, hein, Carteron, Octavon, etc. Enfin, et non, justement, pas aux États-Unis. Alors, en tout cas, c'est dans l'imaginaire aussi. C'est hérité, cet imaginaire, où finalement, le fait d'avoir un peu de sang noir fait de vous un noir, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que ça me semble être quelque chose de très important pour savoir aussi de qui on parle. Oui, c'est une vraie question. Aux États-Unis, il y a donc tout ce vocabulaire-là est un vocabulaire construit, bien entendu, historiquement, en particulier un vocabulaire lié à la colonisation et à l'esclavage. Hein, ce vocabulaire racial est mis en forme, codifié, et devient central dans la manière de se représenter le monde à partir du XVIIe siècle, surtout de la fin du XVIIe siècle, avec un nombre très important de traités scientifiques, médicaux qui apparaissent à cette époque. Selon les pays, il y a des grandes variations. Aux États-Unis, on est plutôt dans un système binaire, noir ou blanc. Le terme de métis, par exemple, n'existe pas. Il est un peu utilisé en Louisiane, la Nouvelle-Orléans, mais là, c'est vraiment l'influence caribéenne. Par opposition extrême avec la Caraïbe.
dans des îles de la Caraïbe, comme Haïti et d'autres, il y a des dizaines et des dizaines de mots. Des anthropologues en ont compté plus de 100, par exemple, en Haïti, pour distinguer les plus infimes nuances de couleur de peau, avec un vocabulaire qui a même une dimension assez poétique parfois, parce qu'il est très imagé, il renvoie à des fleurs, à des aliments, à la couleur du ciel, de la mer, etc. Pourquoi cette passion pour cette taxonomie mélanique dans la Caraïbe, non pas, ça n'est pas une passion esthétique, c'est parce que cela permet de régler précisément les hiérarchies sociales. Les hiérarchies sociales, c'était aussi fondamentalement des hiérarchies mélaniques. Et donc avoir la peau foncée ou un peu claire ou etc. C'était tout à fait essentiel. Ça le reste encore beaucoup dans la Caraïbe, effectivement, en Martinique, en Guadeloupe. Ma sœur qui a vécu plus d'1 an en Guadeloupe, elle a des enfants très clairs de peau et elle s'entendait dire que félicitée par des gens localement parce que l'expression c'est des petits chapés. Les petits chapés, ce sont les enfants qui ont échappé au destin de leur mère, en l'occurrence. Et donc, comme dans les campagnes jadis, on félicitait pour avoir un garçon plutôt qu'une fille. Hein, c'était ce genre de choses. Bravo pour les petits chapés. Donc ça compte énormément. En France métropolitaine, on est dans une situation un peu intermédiaire, puisque globalement, on n'a pas du tout la variété caribéenne, mais on a une catégorie intermédiaire, en quelque sorte, qui est celle de métis. Du coup, quand Obama a été élu en 2008, aux États-Unis, il était le premier président noir. Et d'ailleurs, je ne vois pas de quelle science on s'autoriserait pour dire que c'est pas le cas, alors que lui-même se qualifiait comme tel. En France, on a dit ah ben non, il est métis parce que nous avons notre propre vocabulaire, vous voyez. Donc cela dépend vraiment de l'endroit où on se situe. Il n'empêche que l'expérience sociale de Barack Obama aux États-Unis, né de père kényan et de mère américaine blanche, c'est une expérience sociale qui est beaucoup plus proche du monde noir que du monde blanc. Il suffit de lire ses mémoires, bien entendu, qui montrent que la catégorie métisse n'est pas une catégorie qui serait complètement intermédiaire au sens où elle serait à égale distance des deux autres. C'est une catégorie qui est rattachée de fait au monde noir. C'est une variation sur le monde noir. C'est un adoucissement du stigmate en quelque sorte à l'intérieur du monde noir. Ça n'est pas une catégorie qui fait échapper au monde noir comme les métis eux-mêmes l'ont abondamment dit, ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose être noir et être métis. Aux États-Unis, en effet, les hiérarchies d'aujourd'hui, les élites noires américaines sont des élites plutôt claires. Il y a des statistiques qui ont été faites là-dessus. À l'inverse, si vous allez dans le monde des prisons, par exemple, le monde noir des prisons, c'est un monde très foncé. Le monde noir des universitaires, c'est un monde noir clair. Alors, il y a plein d'exceptions, mais dans l'ensemble, c'est ça. Il y a plein de raisons à cela, y compris des raisons historiques liées aux libres de couleur qui étaient plus clairs de peau que les esclaves. Donc tout ça fait que cela dépend du point de vue de là où on regarde. Cela va jusqu'à penser que à la fin du XVIIIe siècle, chez un Benjamin Franklin, par exemple, il fait des catégories à sa sauce. Lui, il y a les blancs, les noirs, et puis il y a la catégorie swarthy, qui veut dire à peu près basané en traduction. Et dans cette catégorie basané, on trouve les Suédois. C'est tout à fait étonnant. Et j'ai dû bien vérifier pour voir si je ne faisais pas une erreur en voyant le mot de Suédois. Mais en fait, par là, on comprend bien que cette catégorie basanée et que les catégorisations raciales, en général, elles désignent des hiérarchies sociales. En fait, elles sont l'œil qui regarde ou qui croit regarder. Il est pas indépendant d'une socialisation générale par laquelle on peut effectivement considérer à la fin du XVIIIe siècle que les Suédois, ils sont pas blancs. Vous voyez ? Merci. Faudra répondre juste c'était passionnant, mais un peu plus brillant. Je pense qu'il y a pas mal de questions et d'interventions. Donc, si on veut bien profiter, peut-être aussi au fond de la salle, si vous voulez vous manifester, parce qu'on voit bien, je vois qu'il y a une question, voilà, mais sinon, allez-y, levez-vous. Oui, vous voulez, voilà, voilà, oui, tout à fait. Pour pas que ce soit toujours, merci. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux métis aux États-Unis.
C'est-à-dire quand vous étiez aux États-Unis, on vous considérait comment? Et en France, en tant que métis, on vous considère comment? Vous avez entendu la question, tout le monde, ça va? Comment suis-je considéré? Est-ce que je suis considéré comme en tant que métis? Comment suis-je considéré en France et aux États-Unis? Voilà. Aux États-Unis, je suis considéré comme noir, ça, il n'y a aucun doute, précisément parce que cette catégorie dont je parlais n'existe pas. Donc, je fais partie du monde noir incontestablement, même si les nuances de couleur de peau comptent, comme j'ai pu le dire, mais je suis dans cette catégorie. En France, mon expérience, oui, c'est plutôt celle d'être et de m'assumer comme tel d'ailleurs, non pas comme un homme métis, mais comme un homme noir. Ce qui ne veut pas dire que les nuances de couleur de peau ne comptent pas. Être métis, c'est un allègement du stigmate, incontestablement, par rapport aux personnes qui ont la peau la plus foncée. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me considère comme faisant partie du monde noir par solidarité et par dignité, aussi parce que les expériences que j'ai pu subir, non pas, elles sont pas très violentes, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, sont des expériences qui me renvoient au monde noir plutôt qu'au monde blanc. Donc la symétrie, elle n'existe pas. Et pourtant, du côté de ma mère, c'est un monde blanc de cette région. D'ailleurs, mes grands-parents étaient paysans dans cette région. J'y suis très attaché, enfin plus du côté d'Orléans. Je connais bien le monde paysan de la région d'Orléans, enfin moins bien aujourd'hui, mais c'était le monde de mon enfance. Et j'y suis très attaché. Mais personne ne s'aviserait de penser que c'est aussi un peu mon monde. Donc il faut bien que je développe. Et donc en première analyse, quand on me voit, et quand on voit mon nom aussi, mais j'en ai absolument pas, je recule pas là-dessus, c'est pas un sujet de honte du tout. On me renvoie vers le monde africain, y compris en pensant que je débarque d'Afrique. Et donc les gens, ça m'est arrivé, peuvent me parler français un peu lentement, en articulant, pour être sûr que j'ai bien compris, vous voyez, au cas où, etc., avec des références appuyées à je ne sais quelle région où ils ont pu passer leurs vacances. Lorsque je m'inscris à la bibliothèque municipale, c'était il y a plusieurs années déjà, on me suggère d'aller tout de suite vers le club de lecture pour les gens qui ont besoin de s'y mettre. Bref. Ce sont des expériences que vous n'avez pas forcément, que vous ne connaissez pas forcément spontanément. Vous voyez, ça me fait rire. Hein, j'en ai pas souffert spontanément. Je vous dis juste ce qu'est mon expérience, qui est une difficulté que moi j'assume, mais que je veux quand même dire, c'est que je suis profondément français. Voilà, je peux pas dire autre chose. La France, c'est profondément mon pays. Et pourtant, je sais bien que jusqu'à la fin de ma vie, je serai pas tout à fait français. En tout cas, madame, merci, parce que moi, j'ai posé 142 questions pour essayer d'avoir une expérience un peu personnelle. Et vous, en une seule question, hop, bravo. Magnifique. Allez-y, il y a plein de... Oui, monsieur. Okay. Ah, pardon. Claudine, oui? Oui, j'ai une question sur l'impact mondial de Black Lives Matter. Juste un détour à propos du blackface. Il se trouve que je connais bien les Pays-Bas, et aux Pays-Bas, il y a depuis des années un débat récurrent à l'occasion d'une cérémonie... Tout le monde entend ou pas du tout? C'est bon, voilà. Donc, c'est en décembre, c'est une fête populaire, on accueille le Saint-Nicolas qui arrive, on l'escorte dans les rues, c'est une fête pour les enfants. Et en fait, c'est une fête qui date du 19e siècle, et il y a un personnage qui s'appelle le Zwarte Piet en néerlandais, qui est évidemment typiquement un blackface, et qui était un serviteur, pour ne pas dire en fait un esclave, de Saint-Nicolas. Et donc ça fait des années qu'il y a un débat, et que des populations noires, puisque les Pays-Bas ont eu des colonies en Asie, mais on le sait moins aussi du côté de l'Atlantique, donc avec des esclaves africains, il y a des gens qui disent c'est insupportable. Alors c'est intéressant de voir qu'avant le mouvement de blackface, il y a eu une enquête. Est-ce que les Néerlandais, ils soutenaient, je ne sais pas, très majoritairement, ils disaient si, c'est une tradition à laquelle nous sommes attachés. Et il y a eu un revirement total, un an plus tard, après le mouvement Black Lives Matter,
il y a une majorité de gens qui disaient non, c'est pas possible. Est-ce que, à votre sens, est-ce que ça a changé parce que les gens ont lutté et manifesté, etc., puissamment dans les rues? Tout le monde l'a vu dans le monde entier. Est-ce que ça a changé la vision que les gens avaient? Je pense qu'il y a eu un changement pour une raison, avec un argument que j'ajoute à ce que vous venez de dire justement, c'est que les grandes manifestations l'année dernière, aux États-Unis comme en France et ailleurs, autant que je puisse en juger, étaient des manifestations qui rassemblaient des pans entiers de population, y compris avec une très forte présence de population blanche. Ça, c'était quand même extrêmement nouveau et ça n'était pas arrivé aux États-Unis depuis le début des années 60. À partir du milieu des années 60, les manifestations contre le racisme anti-noir, le droit civique, etc., ce sont des manifestations de personnes noires. Et c'est vrai aussi pour Black Lives Matter dans les premières années, de 2013, disons, jusqu'à 2020, les manifestants sont très massivement des manifestants africains-américains. Il y a des étudiants blancs un peu comme ça, mais c'est pas du tout comme ce qui s'est passé l'année dernière. Certaines des plus grandes manifestations ont lieu dans des villes comme Portland, par exemple, ou bien Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, où la population noire est de 5%. Et donc là, il y avait quelque chose là qui était puissant et qu'on n'avait pas connu aux États-Unis depuis 60 ans. Ça, pour moi, c'est un tournant. Je ne sais pas si ça se consolide et comment ça va se prolonger, mais cette possibilité de rassembler très largement, au-delà des principaux concernés, si j'ose dire, mais des segments entiers de population qui se disent ça suffit, qui se disent si on veut vivre justement dignement dans une société comme la nôtre, celle des États-Unis, il faut que ces violences subies par nos compatriotes noirs cessent. Et ça, c'était émouvant. Ça lui a échappé. Ça lui a échappé. On va prendre 2 dernières questions, interventions. Je ne sais pas si on a le droit de... Je me tourne vers les hautes instances. Je vois rien. Ah, voilà. Les hautes instances disent une seule question, pardon. Allez-y, monsieur. Ah, en haut. Alors, prenons 2 petites, d'accord? Vraiment rapidement. Par rapport au débat sur l'intersectionnalité, en particulier, par exemple, l'ouvrage de Gérard Noiriel a été hyper critiqué, donc le débat au sein de la gauche française par rapport à ça, comment vous voyez les choses? Et puis une autre question. Quelle est la question? Alors, le débat sur l'intersectionnalité, et notamment les réactions, la façon dont le livre de Gérard Noiriel et de Stéphane Beau a été accueilli. Et peut-être on va prendre votre question aussi, et après c'est terminé, et Pape répondra aux 2. Allez-y. Bonsoir. Bonjour. Je voudrais savoir que vous inspire le choix d'avoir changé le titre du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres en Égypte. Là-dessus, le titre a été changé aux États-Unis très vite, peu après sa publication. Et donc, je pense qu'il faut rester très calme par rapport à ces changements de titre. C'est pas grave. Le livre restera aussi intéressant si on le juge comme tel. Et donc, on peut tout à fait s'autoriser ça et sortir d'un rapport quasi religieux au titre des livres. Ça me pose pas de difficulté. On peut le faire aussi pour les tableaux. Ça s'est fait à de multiples reprises. Et on l'avait étudié dans l'exposition de Modèle Noir à Orsay avec ces histoires de changement de nom, et y compris des noms qu'on avait nous-mêmes proposés. Donc, je suis très à l'aise avec cette question. Pour l'intersectionnalité, en 2 mots, moi je suis de ceux, donc je suis pas du côté de l'historien que vous citez, en tout cas sur cette question, qui estime que la question sociale en France, elle ne se résume pas à la classe, au sens marxiste du terme. Bien sûr que les inégalités générées par le capitalisme demeurent centrales si on veut comprendre ce qui se passe dans notre société ou toute autre société, mais il faut aussi s'intéresser à d'autres facettes de la question sociale. Il faut aussi s'intéresser aux relations de genre, entre la relation, les violences sexuelles et sexistes. Il faut aussi s'intéresser aux situations sociales des non-blancs qui ne peuvent pas être rabattues simplement sur des problématiques de classe. C'est
plus compliqué que ça, et donc il faut considérer la question sociale dans toutes ses facettes, sans hiérarchiser a priori et sans dire que la classe, elle est fondamentale, elle est beaucoup plus importante que tout le reste. Tout dépend de l'enquête sociale. Bien entendu qu'il y a plein de situations où le genre et les rapports de race n'ont aucune importance, mais il y a aussi des situations où ces volets sont essentiels. Donc plutôt que de décréter a priori quelle doit être la hiérarchie dans l'analyse des rapports sociaux, je propose que ce soit l'enquête qui pragmatiquement tranche sur cette question sans a priori, et donc je suis de ceux qui estiment que la question sociale doit être abordée dans toutes ses facettes sans opérer une forme de réductionnisme de classe qui a, semble-t-il, qui est encore assez présente dans une partie de l'histoire et des sciences sociales françaises. Voilà. Merci beaucoup. Pour approfondir, bravo. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous retrouvez tout de suite Pape Ndiaye pour une séance de dédicace de son livre donc sur l'histoire des Noirs américains qui paraît chez Talendier. Merci beaucoup et à très bientôt.